Alors bonjour, avant tout merci de nous accueillir ici. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors bonjour et bienvenue à l'Université de Haute-Alsace. Alors moi je m'appelle Teva Meyer et je suis enseignant-chercheur en géographie et particulièrement en géographie politique et en géopolitique. D'abord, est-ce que tous les pays du monde ont le même accès à l'eau? Alors la réponse elle est non et pour trois raisons principales. La première elle est assez évidente, c'est qu'un pays a plus d'eau s'il est dans un climat qui est plutôt tropical, et il a plus d'eau si son territoire est assez grand. La deuxième raison, elle est qu'en fait, le but, il n'est pas que de recevoir de l'eau, il est de pouvoir l'utiliser correctement, l'apporter à la population, l'apporter de manière sécurisée et saine. Donc ce qui va faire la différence d'accès à l'eau, c'est les infrastructures, le matériel et l'argent qu'on a pour pouvoir le faire. Puis il y a un troisième point, qui est que quand on parle d'accès à l'eau, en fait, il faut définir ce qu'on veut dire pour ça. Alors habituellement, en fait, on va parler plutôt d'un accès minimal à l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire l'accès minimal à l'eau? Ça veut dire qu'une personne a au minimum 25 litres d'eau par jour et qu'elle doit l'avoir à moins de 200 mètres de son domicile. Alors 25 litres d'eau par jour, ça parle peut-être pas beaucoup. Une douche, c'est 30 litres d'eau. Donc ça veut dire que c'est déjà moins qu'une douche. Et dans le monde, on a aujourd'hui 800 millions de personnes qui n'ont pas un accès minimal à l'eau. Peux-tu nous dire quels sont les pays les plus consommateurs d'eau et pourquoi? Alors la bonne question d'abord, c'est pourquoi? Alors évidemment, consommer de l'eau, on peut penser à la douche qu'on prend, on peut penser au verre d'eau qu'on boit, mais en réalité, la pomme que j'ai mangée à mon repas de midi, il faut de l'eau pour la produire. La chemise que je porte là, il faut de l'eau pour la produire. Et quand on regarde les différents secteurs, 70% de l'eau dans le monde est consommée par l'agriculture, 20% par l'industrie, et seulement 10% par la consommation qu'on a à la maison pour prendre notre douche, faire la vaisselle, laver nos vêtements, boire tous les jours. Donc quand on essaie de regarder une carte du monde, les pays qui consomment le plus d'eau, c'est d'abord les pays qui produisent le plus d'agriculture intensive, industrielle et avec beaucoup d'élevage. Donc par exemple le Canada, par exemple l'Argentine. Au Canada, la consommation elle est de 4000 litres par jour et par personne. Les deuxièmes types de pays, c'est les pays qui ont besoin de beaucoup d'irrigation pour leur agriculture, c'est-à-dire qui ont peu de précipitations, qui sont obligés d'irriguer directement les cultures. Et là, c'est beaucoup des pays d'Asie centrale, et en particulier un petit pays qui s'appelle le Turkménistan, qui consomme par personne et par jour 15 000 litres d'eau. Un Français il consomme 1400 litres d'eau par jour. Ces différences, elles vont changer. Elles vont changer pour deux raisons. La première, c'est que la population n'augmente pas de la même manière dans le monde. Puis il y a une autre particularité, c'est que la consommation de viande, c'est quelque chose qui n'était pas habituel dans beaucoup de pays du monde et qui commence à se développer. Outre la consommation, ce qui va être important, c'est la différence entre ce qu'on consomme et ce qu'on a comme eau. Et là, c'est très simple. Si on prend une carte du monde, qu'on trace un trait qui part du nord du Maroc et qui va jusqu'à la Chine, ça, on appelle la diagonale de la soif. On a actuellement quasiment autant d'eau qui est consommée que d'eau qui est disponible. Or, le problème qu'on va avoir très rapidement dans ces espaces-là, c'est qu'on va avoir une concurrence sur les usages. Est-ce qu'on va privilégier l'eau pour l'agriculture ou l'eau pour l'industrie? L'eau pour la consommation à la maison ou l'eau pour produire de la viande? Est-ce qu'avoir l'accès à l'eau, c'est synonyme de pouvoir? La réponse, elle est oui, mais dans des situations qui sont très particulières. Simplement dans la situation des cours d'eau, des rivières. Alors pour une raison qui est assez simple à comprendre, c'est qu'une rivière en réalité elle coule rarement dans un seul et même pays. Ni la rivière, ni ce qu'on appelle le bassin versant. Le bassin versant, c'est tous les cours d'eau qui vont venir alimenter une grosse rivière. Et ces bassins versants, ils sont quasiment toujours transfrontaliers, c'est-à-dire qu'ils passent les frontières. Le bassin versant du Nil en Afrique, il est compris dans 12 pays différents. L'État d'Israël, 100% de l'eau qui est consommée en Israël vient en fait d'un fleuve qui provient d'un autre pays. Donc là, ces pays sont à la merci potentielle de ces pays qui sont en amont de la rivière. Et on peut aussi prendre un exemple pour réfléchir à ça. L'État du Pakistan, un quart de sa production d'électricité, elle vient des barrages, et ces barrages, ils sont sur des rivières qui prennent leur source en Inde. Donc l'Inde pourrait décider de contrôler l'électricité du Pakistan si elle le souhaitait. Donc l'eau, ça peut devenir un enjeu de pouvoir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a jamais eu de guerre sur l'eau. Et au contraire, l'eau, c'est plutôt un outil de coopération, même entre des ennemis jurés. Derrière l'eau, il y avait une question de survie et que ça dépassait des conflits territoriaux ou des conflits locaux. En cas de sécheresse, est-ce qu'un autre pays peut nous venir en aide? Alors, il y a un problème, c'est que l'eau, c'est extrêmement compliqué à transporter. Pour le moment, l'eau, c'est pas assez cher pour être rentable pour la transporter sur des grandes distances. En réalité, on l'a déjà fait. À la fin des années 2000, en 2008, la ville de Barcelone elle a connu une telle sécheresse que tous ses réservoirs d'eau étaient totalement à sec
Et elle a donc dû demander l'aide à des pays voisins, et en particulier à la France, pour transporter de l'eau par bateau. Mais c'est une solution qui est vraiment une solution extrême, qui reste une solution qui est extrêmement chère. Donc la meilleure solution quand même, c'est d'économiser l'eau qu'on a actuellement pour ne pas avoir besoin d'utiliser ces bateaux-là. Et sinon, quel impact le réchauffement climatique va avoir sur l'eau dans le monde? Alors c'est une question qui est très complexe. On sait qu'il y aura des impacts. On ne sait pas encore exactement où et on ne sait pas encore exactement quoi. On sait que les lieux qui étaient déjà arides, là où il y avait peu de précipitations, vont le devenir encore plus. Donc par exemple, on peut penser à ce qu'on appelle la bande sahélienne, c'est-à-dire ce qui est au sud du Sahara. Et au contraire, il y a des espaces, des lieux où il pleut déjà et où il va pleuvoir encore plus et de manière plus violente, avec des événements extrêmes. Et là, c'est le cas de l'Europe. Les grandes inondations qu'on a connues ces derniers jours dans le nord de la France, dans le Nord-Pas-de-Calais, mais aussi les grandes inondations qu'il y a eu en Grèce cet été, ces événements extrêmes-là, violents, ils vont être augmentés. Donc ça, on le sait. Le problème, c'est que ces choses-là ne vont pas toucher tout le monde de la même manière. Finalement, une sécheresse forte aux États-Unis, ça va avoir beaucoup moins d'impact qu'une sécheresse forte dans le Sahel, puisque les populations sont moins bien équipées, il y a moins d'argent, il y a moins de solutions techniques pour répondre à des sécheresses. Et donc le problème, c'est qu'on ne sera pas tous égaux face aux conséquences du réchauffement et des changements climatiques sur la consommation d'eau. Et pour finir, est-ce que tu as un mot pour les participants d'Eloquentissime? D'abord, bravo de se lancer là-dedans. C'est toujours compliqué, c'est toujours un peu effrayant de devoir parler devant du monde, mais vous vous êtes lancé, vous avez déjà fait 95% du travail. Maintenant, il n'y a plus que se faire un peu plaisir. Merci à vous.